Madame, Monsieur, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver sur Télésud pour votre édition de la mi-journée de ce lundi 3 octobre, dont voici les principaux titres. Nous reparlerons du coup d'État au Burkina Faso. Le colonel Damiba a démissionné pour laisser place au capitaine Traoré qui appelle ses partisans à cesser les violences contre la France. Le président congolais Denis Sassou Nguesso a reçu samedi à Kinshasa le PDG de la société pétrolière italienne Eni, une rencontre au cours de laquelle les deux hommes ont pu échanger sur les activités commerciales d'Eni dans le pays, mais aussi sur les futures innovations pour une transition énergétique plus juste. Et nous terminons cette édition avec le retour d'un savoir-faire ancestral remis à jour par une jeune créatrice béninoise, le pagne indigo. Et on commence donc cette édition avec la situation au Burkina Faso où depuis vendredi, c'est le chaos qui règne dans la capitale Ouagadougou. Ce dont on est sûr aujourd'hui, c'est que le coup d'État mené par les hommes du capitaine Ibrahim Traoré a mis fin aux fonctions de son prédécesseur, le colonel Damiba, qui a démissionné. Mais alors, comment en est-on arrivé là? Voici quelques éléments de réponse avec Emery Troignon. Jusqu'à dimanche, l'issue des négociations entre les putschistes et les anciennes autorités de la transition au Burkina Faso était incertaine. Il fallait dans un premier temps éviter un affrontement armé entre les hommes du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba et ceux du nouveau président autoproclamé, le capitaine Ibrahim Traoré. Une situation évitée de justesse grâce à la médiation des fêtières des communautés religieuses et coutumières du pays. Suite à cette intervention, l'ex-chef de la junte a déposé lui-même sa démission. J'ai renoncé pour compter de ce jour, 2 octobre, à ma fonction de chef de l'État, de président de la transition, après un dialogue avec les autorités coutumières et religieuses, avec le capitaine Ibrahim Traoré et avec le président en exercice de la CEDEAO. Mais avant de démissionner, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo a posé plusieurs conditions, au nombre desquelles la poursuite du renforcement de la cohésion au sein des forces de sécurité, la poursuite de la réconciliation nationale, le respect des engagements pris avec la CEDEAO. Le président Damiba a posé 7 conditions. 1. La poursuite des activités opérationnelles sur le terrain. 2. La garantie de la sécurité et de la non-poursuite des FDS engagés à ses côtés. 3. La poursuite du renforcement de la cohésion au sein des FDS. 4. La poursuite de la réconciliation nationale. 5. Le respect des engagements pris avec la CEDEAO. 6. La poursuite de la réforme de l'État. 7. La garantie de sa sécurité et de ses droits, ainsi que ceux de ses collaborateurs. Des conditions approuvées par le nouvel homme fort du pays. Après des discussions qui ont eu lieu tout au long de la journée du dimanche au siège de l'état-major, le désormais président de la transition, le capitaine Traoré, est apparu sur l'écran de la télévision nationale en compagnie du haut commandement militaire pour marquer la cohésion au sein de l'armée. Le commandement militaire des forces armées nationales, composé ici du chef d'état-major général des armées et des chefs d'état-major d'armée, à l'issue d'une réunion ce dimanche 2 octobre, ont décidé donc à l'unanimité de soutenir le MPSR dans la poursuite de sa vision concernant donc la défense et la sécurité des populations. Selon des sources diplomatiques régionales, l'ex-président de transition Paul-Henri Sandaogo Damiba aurait trouvé asile à Lomé. Dans un communiqué dimanche soir, la CEDEAO a salué les différentes parties burkinabées pour avoir accepté un règlement pacifique de leurs différends. Par ailleurs, une délégation de l'organisation est attendue ce lundi à Ouagadougou. Et on retrouve tout de suite notre correspondant à Ouagadougou, Edem Aebla. Edem, bonjour. Qu'en est-il aujourd'hui de la situation à Ouagadougou? Bonjour Laurent Leleu, ici dans la capitale burkinabé, la situation semble être calme aujourd'hui. La rentrée scolaire prévue pour ce lundi 3 octobre 2022 n'a pas été reportée. Les élèves ont repris les chemins de l'école sur toute l'étendue du territoire national. Les marchés et les banques fermées depuis vendredi ont repris leurs activités normalement.
Edem, comment réagit la rue? Les Burkinabés que vous voyez autour de vous sont-ils inquiets? Bien sûr, Laurent, l'inquiétude plane toujours dans la tête des Burkinabés, quand bien même que les nouvelles autorités ont annoncé hier que la situation est sous contrôle. Dans les rues ouagavillois, les riverains restent vigilants et observateurs. Disons que pour l'heure, c'est l'esprit de Saint Thomas qui anime les Burkinabés. Edem, question difficile maintenant. À quoi peut-on s'attendre dans les jours, les semaines à venir? Hier déjà, le capitaine Traoré a convoqué les secrétaires généraux des ministères pour qu'ils assument l'intérim. Notons que le capitaine Ibrahim Traoré obtient le soutien de cette chaîne de commandement de l'armée. Dans les jours et les semaines à venir, le nouvel homme fort du pays a promis gérer les affaires courantes et respecter le calendrier de la CEDEAO, puis transmettre le pouvoir au nouveau président de la transition. Merci Edem et faites attention à vous. Merci beaucoup. Alors, dans cette période trouble, l'autre cible, c'est la France qui a été prise à partie par les manifestants favorables aux putschistes qui ont, pendant 2 jours, attaqué l'ambassade de France. C'est dans ce nouveau contexte que le nouvel homme fort du pays a demandé que les actes de violence anti-français cessent. On écoute le porte-parole du capitaine Traoré. Nous tenons à informer la population que la situation est sous contrôle et que les choses sont en train de rentrer progressivement dans l'ordre. Nous vous invitons donc à vaquer librement à vos occupations et à vous départir de tout acte de violence et de vandalisme qui pourrait entacher les efforts consentis depuis la nuit du 30 septembre 2022, notamment ceux qui pourraient être perpétrés contre l'ambassade de la France ou la base militaire française 6 à Camboïsen. Voilà ce que nous pouvions vous dire pour le moment. Bien évidemment, nous reviendrons sur cette situation au Burkina Faso dans nos prochaines éditions. À Kinshasa, c'est aujourd'hui que s'est ouvert la pré-COP 27, une pré-COP qui va servir aux travaux préparatoires de la 27e conférence sur le climat prévue du 7 au 18 novembre 2022 à Sharm el-Sheikh, en bord de mer Rouge en Égypte. À cette occasion, la RDC a réaffirmé ses ambitions au sujet de la transition énergétique à travers la première conférence de presse de l'Agence congolaise de la transition écologique et du développement durable. Et justement, à quelques jours de ce sommet, des volontaires ont décidé d'agir en nettoyant le Nil. Une action qui s'inscrit dans le cadre d'une campagne de nettoyage du fleuve avant la prochaine COP27. Soukaina Skali. Bouteilles, canettes et autres détritus en plastique. Le Nil offre un spectacle de désolation. À l'approche de la COP27, prévue du 7 au 18 novembre, ils sont plusieurs bénévoles à prendre le problème à bras-le-corps. Le changement climatique est la priorité numéro 1, le problème numéro 1 auquel nous devons faire face en tant que citoyens du monde. Car si nous ne réglons pas le problème du changement climatique, tout le reste est en danger. En moyenne, 100 000 tonnes de déchets plastiques sont déversés chaque année dans la Méditerranée par le Nil. Cela fait de lui l'un des 10 fleuves à l'origine de 90% des déchets présents dans les océans de la planète. Il existe de nombreux types de déchets dans le Nil, mais lorsqu'il s'agit de déchets déversés dans l'eau, les déchets plastiques sont nos ennemis numéro 1, car ce sont les déchets les plus présents dans le Nil. L'année dernière, le Royaume-Uni a accueilli la COP26. Cette année, si des initiatives sont prises individuellement, beaucoup attendent que les autorités égyptiennes soient alertées. Nous sommes ici pour nettoyer le Nil, mais en réalité, nous sommes ici pour quelque chose de plus grand, qui est de contribuer à sauver notre planète. Il n'y a rien de plus important aujourd'hui, à cette époque et à cet endroit, que le changement climatique. La COP27 doit réunir en novembre en Égypte les gouvernements du monde entier pour accélérer la transition climatique et environnementale et endiguer le réchauffement climatique. Je vous l'annonce en titre, au Congo, le président Sassou Nguesso a rencontré à Brazzaville le PDG d'Eni, Claudio Descalzi, pour discuter des principales activités commerciales dans le pays et d'autres initiatives innovantes conformément à l'engagement de l'entreprise pour une transition juste. Reportage Louis-Marcel Satou. Présenter les perspectives du groupe italien pétrolier Eni en République du Congo, c'est le bien fondé de l'échange entre le président congolais Denis Sassou Nguesso et la délégation du groupe Eni, conduite par Claudio Descalzi, PDG du groupe Eni.
Selon lui, l'accord pour l'augmentation de la production et de l'exploitation du gaz naturel liquéfié est au beau fixe. C'est un projet très important parce qu'il va permettre d'augmenter la production du gaz au pays pour l'exportation du gaz, surtout maintenant avec une crise énergétique qui est en train de toucher le monde entier. Et donc, le monde a besoin du gaz. Et on a du gaz au Congo. Donc, le premier cargo sera en 2023. On espère octobre 2023. C'est un projet très important puisqu'il va être mis en place avec 2 phases, 2023 et après 2025, pour arriver à exporter autour de 4,5 milliards de mètres cubes par an. Il y aura aussi une augmentation du gaz pour la partie domestique. On a parlé de l'électricité. L'électricité en termes d'exploiter au maximum la centrale de Géno qui peut donner 480 MW. Et on doit améliorer la ligne haute tension jusqu'à Peu-Noir et après à Brazzaville pour pouvoir obtenir le maximum de capacités d'exportation d'électricité dans le pays. Installée depuis 1968 en République du Congo, la société Eni envisage d'autres investissements dans le domaine agricole en phase avec la vision du chef de l'État et celle de développer l'agriculture dans le pays. Des heurts pendant l'anniversaire de l'indépendance de la Guinée, le Tchad qui préoccupe l'Union européenne et les députés russes qui examinent un projet de loi sur l'annexion des territoires ukrainiens par la Russie, c'est le reste de l'actualité. La célébration du 64e anniversaire de l'indépendance de la Guinée a été entachée dimanche par des affrontements entre policiers et civils à Conakry. Des centaines de jeunes se sont rassemblés sur la route Le Prince pour célébrer l'indépendance du pays, mais aussi rendre hommage aux victimes de la répression dans ces quartiers. Les habitants du district de Bambeto font état de coups de feu durant une demi-heure en fin de journée et un véhicule de gendarmerie brûlé. La cérémonie officielle de l'indépendance du pays a finalement eu lieu au siège du Parlement guinéen. L'Union européenne a fait part dimanche de sa préoccupation après les propositions entérinées au dialogue national qui se tient actuellement au Tchad. Les mesures adoptées visent à prolonger de 2 ans maximum la période de transition vers des élections. Elles autorisent aussi Mahamat Déby à briguer la présidence du pays. Ces mesures qui ne font pas l'unanimité ont été votées en l'absence d'une grande partie de l'opposition et des représentants de la société civile ainsi que 2 des 3 plus grands importants groupes armés rebelles. Selon l'Union européenne, certaines conclusions ne tiennent pas compte des communiqués du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine relatifs à la durée de la transition et à la clause d'inéligibilité concernant les autorités qui en assurent la conduite. En Russie, les députés de la Douma, la chambre basse du Parlement russe, examinent lundi le projet de loi sur l'annexion des territoires ukrainiens par la Russie. Un examen qui survient quelques jours après l'officialisation par le président Vladimir Poutine de l'annexion de 4 régions ukrainiennes, Lugansk, Donetsk, Kherson et Zaporizhia, un projet largement critiqué par la communauté internationale. L'adoption de ce texte est prévue normalement dans la foulée avant qu'il ne passe devant la chambre haute du Parlement, le Conseil de la Fédération. Retour en France où débute aujourd'hui la nouvelle campagne de rappel anti-Covid avec les nouveaux vaccins adaptés à Omicron. Une campagne qui devrait tout d'abord s'adresser aux personnes à risque, aux plus de 60 ans, aux immunodéprimés ainsi qu'aux femmes enceintes et aux enfants et adolescents à haut risque. Au Brésil, Lula, l'ancien président de gauche, est arrivé dimanche en tête du premier tour de la présidentielle avec 48,4% des suffrages. Mais Jair Bolsonaro, le président sortant d'extrême droite, a mieux résisté que prévu avec un score de 43,3%. Les 2 hommes se retrouveront pour le second tour le 30 octobre prochain. Je vous propose de les écouter. Une partie de la population a le sentiment que sa vie n'est pas la même qu'avant la pandémie, mais un peu plus mauvaise, et la tendance est de chercher le responsable de cette situation, et le responsable est toujours le chef de l'exécutif. Mais maintenant, dans ce deuxième tour, nous allons leur montrer que le changement qu'ils cherchent, à mon avis, sera pour le pire. Je n'ai jamais gagné une élection au premier tour. Il semble que le destin aime me faire travailler un peu plus dur.
C'est grâce à des gens comme vous, c'est grâce aux femmes, aux hommes et aux jeunes qui sont ici que le Parti des travailleurs gagnera les élections au second tour. Et nous gagnerons parce que le Brésil a besoin de nous. Il est l'heure pour nous de retrouver Mathieu Nicolas pour notre page sport du lundi. Et aujourd'hui Mathieu, on commence par quoi ? Bonjour Laurent, cette semaine on démarre avec le marathon de Londres. Pour sa première participation, le Kényan Amos Kipruto a remporté dimanche la course en 2 heures, 4 minutes et 39 secondes. C'est la plus belle victoire du Kényan qui avait déjà à son palmarès les marathons de Rome et de Séoul, ainsi qu'une médaille de bronze au championnat du monde 2019. Écoutons Amos Kipruto juste après sa course. Depuis l'entraînement, j'étais vraiment prêt pour une course plus rapide ou plus lente. C'était un rythme plus rapide ou plus lent. J'étais prêt pour cela. Je ne l'ai pas fait. J'étais ici pour faire ma course, pas contre quelqu'un, parce que je venais ici pour faire la course, pour être sur le podium et je l'ai fait. Véritable champion. Ce week-end, la Grand Place de Bruxelles était envahie par des milliers de fans pour acclamer Remco Evenepoel, le héros belge qui a donné des frissons aux supporters flamands et francophones, éblouis par ses récents succès au Tour d'Espagne et au championnat du monde. Ils étaient entre 5000 et 7000 inconditionnels, parfois vêtus de rouge, couleur du maillot du leader de la Vuelta, qui était au rendez-vous. Une journée magique qui boucle une année parfaite pour Evenepoel, le tout frais champion du monde de la course en ligne sur route, fin septembre en Australie. Je vous propose de tendre l'oreille à ce supporter très fier du cycliste belge. On est champion du monde, on va dire. Au niveau du foot, ça faisait ça fait toujours un petit temps qu'on cherche à être champion du monde. Et là, c'est fait. Le plus grand sportif, je pense, un des plus grands sportifs aujourd'hui, on l'a en Belgique, donc c'est juste exceptionnel. Et on peut être très, très, très fier d'avoir quelqu'un de 22 ans qui représente la Belgique aussi bien. Très beau chapeau. Parlons de football désormais, alors qu'ils affronteront respectivement le Sporting Portugal et le Benfica cette semaine en Ligue des Champions. Olympiens et Parisiens ont reporté leur match ce week-end. L'OM s'est éclaté à Angers sur le score de 3-0, tandis que le PSG a dominé Nice sans briller. 2-1. Marseille jouera à 18h45 mardi et le PSG mercredi à 21h. Juste avant de se quitter, je voulais vous montrer un bijou. Vous l'avez sûrement déjà beaucoup vu et là vous le reconnaissez, c'est le maillot que portait Diego Maradona lorsqu'il a marqué le fameux but de la main de Dieu contre l'Angleterre en 1986. Un maillot de légende qu'on aimerait tous et toutes avoir dans notre collection de maillots. C'est tout pour le sport. À vous Laurent. Allez, avant de terminer cette édition, coup de projecteur maintenant sur l'Afrique qui avance avec le retour d'un savoir-faire ancestral tombé en désuétude, le pagne indigo. Le pagne indigo qu'une créatrice béninoise est en train de remettre au goût du jour. Reportage. Nadia Adanlé a dépoussiéré et remis au goût du jour le pagne couleur indigo, communément appelé Elouvor, à Ouida. Ouida est située à 42 km de Cotonou, la capitale économique du Bénin. C'est de là que proviennent la plupart des pagnes indigo que l'on retrouve dans les plus grands ateliers de couture et boutiques de mode à Cotonou. L'indigo fait partie des toiles que nous avions connues dans notre temps d'enfance. Et en grandissant, je me suis rendu compte que ce textile disparaissait de notre champ de vue. Et je me suis dit, au lieu de le laisser mourir de sa plus belle mort, pourquoi ne pas travailler à revaloriser, à redynamiser ce pagne-là? Mais aujourd'hui, nous avons réussi à faire entrer l'indigo dans la garde-robe des soirées de gala. Nous avons réussi à faire rentrer l'indigo dans les tenues qu'on peut porter, aller à une conférence internationale. On a fait rentrer l'indigo dans les gammes de tenues que des artistes peuvent fièrement porter et chanter. Une vraie avancée pour la promotrice. Son combat, entamé depuis 2017, trouve enfin de l'écho auprès des plus grandes maisons de couture de Cotonou. En tout cas, pour l'heure, le pagne indigo, c'est la tendance vestimentaire du moment.
L'indigo qui s'impose actuellement, ça s'est fait en un temps record, mais ça prend entièrement sa place. Quand je vois des clients rentrer dans ma boutique, chercher une pièce africaine, chercher le style africain, ah mais qu'est-ce que vous avez? Dès que vous le présentez, ah oui, c'est intéressant ça, oui, ça pourrait le faire pour ma sortie. Mais de plus en plus, je pense que les consommateurs commencent à faire la part des choses et reviennent plus aux matières créées entièrement en Afrique. Pour satisfaire la très forte demande qui va croissant, la maison de mode du pagne Indigo produit environ 2 milliards par mois dans des cuves dont la contenance varie de 2000 à 6000 litres. Et Luvor gagne de plus en plus de terrain en matière de style vestimentaire. Depuis quelques années en Afrique de l'Ouest, de nombreuses initiatives émergent pour promouvoir le consommé local. Ces initiatives visent à freiner la très grande dépendance des pays africains aux produits d'importation dont les volumes devraient encore augmenter d'ici 2025 pour atteindre près de 110 milliards de dollars, selon la Banque africaine de développement. L'une des solutions proposées par les experts serait d'exonérer pour un certain temps les fabricants de produits textiles de droits de douane et de TVA sur les importations d'équipements de production et d'accessoires que l'on ne trouve pas dans les pays africains. Et c'est ainsi que se termine cette édition. On se retrouve très vite pour une nouvelle édition de la mi-journée. Bonne journée à tous, à très vite, au revoir.